Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, c'est génial, la vidéo d'hier, elle m'a donné voilà, la matière pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors, dans la vidéo d'hier, sous les commentaires, on avait beaucoup de commentaires qui disaient c'est fini, l'euro, il faut en sortir, c'est une mascarade, on n'aurait jamais dû être dans l'euro, etc., etc., etc. Et en fait, on voit que ce discours, il est vraiment présent. Alors, je vais d'abord, avant de développer, de dire quoi que ce soit, je vais vous donner mon avis, hein. Hier, j'ai dit que c'était suicidaire de quitter l'euro. Eh ben, je continue de dire la même chose. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a beaucoup de gens euh, qui considèrent que il faut couper rapidement un truc parce que c'est pas bien. Mais parfois, on n'a pas le choix. Parfois, tu es obligé de continuer même si c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, toujours, on va étudier les avantages, d'accord? Donc les avantages et les inconvénients, d'accord? En fait, tu prends une feuille, ok, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Les avantages, on le sait, ça veut dire qu'il y aura une souveraineté, d'accord? Donc ensuite, on aura effectivement sur un plan politique beaucoup de gens qui vont se calmer, qui vont se dire, OK, on a notre propre monnaie, ils ne pourront plus accuser l'euro d'être à l'origine de leurs problèmes. Donc on peut dire responsabilisation, d'accord? C'est-à-dire que les gens vont se dire, OK, la preuve, la Grande-Bretagne, alors la Grande-Bretagne n'était pas dans l'euro, mais ils ont failli, hein. Ils ont failli et il y a eu la spéculation de George Soros en 1992, si ma mémoire est bonne. J'hésite entre 92 et 94, je pense 92. Et la Grande-Bretagne n'a pas intégré l'euro, d'accord? Mais ils étaient sur le point de, d'accord? Ils avaient travaillé en ce sens. Donc, souveraineté, la notion de productivité, c'est-à-dire qu'effectivement, on a reproché à l'euro de favoriser des pays où la productivité est élevée, par exemple l'Allemagne, et de défavoriser des pays comme l'Italie qui finalement n'étaient pas capables de s'adapter à l'Allemagne. Et donc, effectivement, ça diminuait leur compétitivité et donc ça les affaiblissait. Donc, restaurer la compétitivité. Quoi d'autre comme avantage? Ça, c'est l'avantage de quitter l'euro, hein. Quitter l'euro. D'accord? Très bien. Ensuite, bon, ça, c'est pour moi les principaux avantages que je vois. Peut-être qu'il y en a d'autres, n'hésitez pas à les mettre. Encore une fois, je fais ça de tête, hein. Je ne suis pas en mode. Voilà. Mais les inconvénients de quitter l'euro. Alors, tout d'abord, il faut revenir sur pourquoi on a créé l'euro. Je vais y arriver juste après. Mais les inconvénients, c'est que vous imaginez toutes les banques, tout le travail qui a été effectué, etc. Ça peut demander 5 à 10 ans d'adaptation. 5 à 10 années, facile, facile, facile. Et donc, le problème, il est que si on se dit, OK, on quitte l'euro parce qu'on n'aime pas l'euro, pas de souci, est-ce qu'on est prêt à perdre 5 à 10 années? Parce que c'est ça ce qui va se passer. Alors que ces 5 à 10 années, on peut se dire, OK, on a l'euro, c'est pas parfait, mais on va bosser sur des vrais chantiers. Et on va essayer d'avancer intelligemment. Parce que l'Europe, encore une fois, est en perte de vitesse. Et elle a d'autres enjeux qui sont très importants. Et en attendant, la Chine n'attend pas, l'Inde n'attend pas, les États-Unis n'attendent pas, les pays africains continuent. Et on va avoir effectivement une Europe qui perd de la vitesse et des cerveaux qui vont partir en veux-tu, en voilà. Et donc, on est véritablement à un moment charnière. Donc, 5 à 10 années d'adaptation. Deuxième problème, c'est que on va revenir au problème d'avant. Et ça, je vais vous l'expliquer juste avant. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant? On avait une inflation forte. Aujourd'hui, l'inflation en Turquie est de 80%, les amis. La Turquie, ce n'est pas un petit pays, hein, c'est quand même une grosse puissance économique, puissance militaire. C'est un pays qui a quand même son mot à dire. Aujourd'hui, ils ont une inflation de 80%. Et c'est ce qu'on pourra avoir dans de nombreux pays européens. Et s'il n'y avait pas eu l'euro,
on aurait eu cette inflation de 80%. L'euro, pour le moment, alors c'est vrai que l'inflation en Grande-Bretagne, on parle de 18%. La France, elle est moins importante. Pourtant, on ne va pas dire oui, la France est super. Oui, non, non, c'est très bien ce qu'a fait la France, la politique, etc. Mais bon, voilà, on préfère voir que le côté négatif, on ne voit pas le côté positif. Mais les inconvénients, c'est l'inflation. Ensuite, les pays vont être extrêmement fragiles sur les marchés financiers internationaux. Les marchés financiers vont faire ce qu'ils veulent de ces pays. Et je ne dis pas ça, c'est pas méchant, je ne dis pas que c'est bien, au contraire. Mais par exemple, en Asie, je me souviens que l'Indonésie avait été attaquée, la Thaïlande, les monnaies asiatiques se sont effondrées parce que les marchés financiers, ils ont vu la faille. Et les marchés financiers, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Hein. C'est des investisseurs qui vont se dire, j'achète, je vends, voilà. Et donc, beaucoup de gens se sont dit, OK, ça pue, on retire notre argent. Ce n'est pas forcément des spéculateurs. Donc, les marchés financiers, d'accord. Et puis, en France, il y avait eu énormément de crises de change. C'est-à-dire que le franc était dévalué à de nombreuses reprises, etc. Et puis, l'autre inconvénient, c'est que quel est le principal marché de la France? C'est l'Europe. Le principal marché de l'Allemagne, c'est l'Europe. Donc, il y a ce que l'on appelle énormément d'échanges intra-communautaires. Donc, beaucoup de pays européens échangent entre eux. Le fait d'avoir une seule monnaie, ça élimine les frais de change. Donc, ici, vous avez une copie neutre, pas biaisée, pas un truc sur la théorie du complot, oui, non, non. Laissez ça à ceux qui veulent y croire. Les choses, elles sont carrées. Pour moi, il n'y a pas eu de théorie du complot, etc. Peut-être, hein, encore une fois, je sais que je vais avoir des commentaires du genre « t'es naïf, Tammy, tu n'as rien compris ». Ouais, j'ai rien compris, je suis très naïf. Il n'y a pas de souci, tu peux dire ce que tu veux. Tu as le droit. C'est YouTube. Lâche-toi. Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas besoin de théorie du complot pour expliquer tout ça. D'accord? À un certain moment, c'est la stratégie, et je vais y arriver. Je vais reprendre le carré magique, comme ça, j'ai essayé de vous expliquer tout ça. Alors, le carré magique, ça a été développé par Nicolas Kaldor. Il revient sur les 4 grandes dimensions d'un pays. D'accord? Premièrement, un pays, il recherche quoi? Taux de croissance, d'accord? La croissance. Et la croissance, ça s'explique par l'augmentation de la population active, par les gains de productivité, par l'innovation, par la recherche, etc. Tout ça, ça permet effectivement de hisser la croissance vers le haut. Donc, innovation, recherche et bien évidemment, mettre pas mal de personnes sur le marché du travail. Donc ça, c'est l'un des objectifs numéro 1 d'un pays, d'accord? Ensuite, numéro 2, l'emploi, taux de chômage. Quand le taux de chômage est élevé, on a beaucoup de gens qui ne sont pas contents, etc. Donc, il faut que le taux de chômage soit le plus faible possible. D'accord? Donc, emploi, beaucoup de gens qui sont sur le marché du travail. La stabilité des prix, à savoir l'inflation. Il faut que l'inflation soit faible. Et enfin, l'équilibre extérieur, il faut que le pays puisse exporter beaucoup plus qu'il n'importe. D'accord? Donc, c'est ça, grosso modo, les 4 grandes dimensions sur lesquelles une politique économique doit travailler. Mais on a également tout ce qui est déficit public, dette publique, etc. On a, pour atteindre ces objectifs, 2 types de politiques. On parle des politiques conjoncturelles, d'accord? À court terme. Donc, ces politiques conjoncturelles, c'est politique monétaire, politique budgétaire, genre quand il y a eu le Covid, on a aidé les entrepreneurs, on a aidé les personnes en difficulté, on a diminué les taux d'intérêt, on a injecté des liquidités. On est bien d'accord que ça, c'est du court terme, d'accord? Tout ce qui est politique conjoncturelle, c'est du court terme, d'accord? Et donc, quand un pays, notamment, est en difficulté, souvent, il va avoir tendance à mettre en place ce que l'on appelle une politique monétaire expansionniste. On diminue les taux d'intérêt de manière à relancer l'investissement, relancer la consommation, relancer la croissance. Et puis, on a ce que l'on appelle les politiques structurelles. D'accord? Ça, ce sont des politiques à long terme.
qui vont agir, mais en profondeur sur l'économie. C'est par exemple la réforme des retraites. C'est par exemple le marché du travail, comment rendre le marché du travail beaucoup plus flexible. C'est par exemple comment simplifier l'économie. Comment tout ça, ça va pas se faire du jour au lendemain et ça va pas avoir un impact immédiat. Mais à long terme, c'est très important. Ça va être la recherche. Parce que l'innovation, il n'y a pas d'innovation s'il n'y a pas de recherche. Et tout ça, ça va avoir un impact à long terme positif sur l'économie. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus d'environnement. Donc, idem, ce sont des politiques structurelles, des politiques à long terme. D'accord? Et le problème aujourd'hui, c'est que les dirigeants sont beaucoup plus focalisés sur les politiques conjoncturelles et ils sont beaucoup moins focalisés sur les politiques structurelles. Pourquoi? Parce qu'on est en train de gérer les urgences. Alors, c'est quoi le rapport avec l'euro? Alors, l'euro avait comme ambition de favoriser tout ça. La stabilité des prix, on est bien d'accord que ça marche. Le taux de chômage, l'idée, c'était d'avoir une zone où, si par exemple, il y a du chômage dans une région ou dans un pays, les gens peuvent aller vers un autre pays et ça peut se faire assez facilement, sans contrainte. Et le taux de chômage, il va diminuer parce qu'il y a des régions qui seront beaucoup plus dynamiques. Par exemple, l'Allemagne, qui pendant des années, même aujourd'hui, le taux de chômage en Allemagne est très faible. Et il y a des pays où le chômage est élevé. Par exemple, le sud de l'Italie, le chômage est élevé. Donc, normalement, avec ces politiques, avec l'euro, les gens pouvaient quitter, par exemple, le sud de l'Italie, aller en Allemagne et inversement. D'accord? Ensuite, le taux de chômage, donc, grâce à la croissance, grâce à ça allait être beaucoup plus favorable. Et l'équilibre extérieur, on est bien d'accord que l'euro, premièrement, ça permet d'avoir une monnaie, ça permet d'avoir une stabilité dans les échanges, ça permet d'avoir une lisibilité. Moi, je suis chef d'entreprise. Si par exemple, je veux exporter en Allemagne, d'accord? Ou, je sais pas moi, dans un autre pays, Slovénie ou Bulgarie, ou voilà, et que le taux de change fluctue en permanence. On est bien d'accord que pour moi, ça ne me donne pas une clarté. Je ne sais pas ce qui va se passer dans un mois, dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et donc, en fait, avec des taux de change qui sont stables, donc ou alors en ayant la même monnaie dans plusieurs pays, on facilite les échanges. Donc, tout ça, encore une fois, la logique de l'euro n'était pas mauvaise. Ça facilite la croissance, ça diminue le taux de chômage, puisque même la croissance permet effectivement de diminuer le taux de chômage. L'équilibre extérieur, donc entre pays européens, déjà, il y a plus d'échanges. Donc ça, c'est également positif. Mais l'Europe peut également négocier avec le reste du monde. Et c'est ce qui se passe. L'Europe, aujourd'hui, négocie avec les États-Unis ou négocie avec l'Asie ou la Chine. Et donc, ce n'est pas un pays européen, c'est l'Europe qui négocie. Alors, clairement, ce qui pose problème dans cette construction, c'est la manière dont c'est présenté. C'est-à-dire que ces gens-là, certains ne sont pas élus par le peuple. Certains, on ne les connaît pas. Il y a trop de pays. Il y a trop de bruit. Et donc, pour des hommes politiques qui sont un peu aux extrêmes des échiquiers, pour être gentil, clairement, c'est une vache à lait. C'est-à-dire, l'Europe devient le bouc émissaire. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est à cause de l'euro, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Mais on oublie tout ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire tout ce que je viens de vous dire, qui est finalement, je vous l'ai expliqué de manière très simple, mais qui est positif. D'accord? Maintenant, je vais aller plus loin. Est-ce que donc l'euro est à l'origine de tous les problèmes européens? À mon sens, non. Les problèmes sont bien plus profonds. Démographie, la gestion, oui, l'immigration également. Il y a eu une mauvaise gestion, il y a eu une mauvaise préparation, marché du travail, plein de choses. En fait, il y a eu plein de petits problèmes qu'on n'a pas gérés, qu'aucun homme politique n'a voulu gérer. Et tout ça accumulé fait qu'aujourd'hui, l'Europe, elle se dit « Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Je ne m'attendais pas à ça. » Ou « C'est bizarre le truc. » Nous, on pensait que l'euro, ça allait régler tous nos problèmes. On se retrouve avec plus de problèmes. C'est parce que l'euro n'est pas la solution miracle. Et donc ça, c'est
Mon point de vue, encore une fois, voilà. Maintenant, on peut se dire, OK, l'euro, on sort. Mais encore une fois, le problème, c'est que on va régler une petite partie du problème, mais on va avoir d'autres problèmes. Donc, l'idée, c'est pas de dire ce sera mieux sans l'euro. C'est quel est le problème qu'on veut avoir. Mais une chose est sûre, si ça continue comme ça, si les gens sont aussi dégoûtés par l'euro, par l'Europe, s'il y a des hommes politiques qui continuent de taper sur l'Europe, etc., pour diverses raisons, et encore une fois, ils peuvent avoir... Je n'ai rien contre ces gens-là, d'accord? Au contraire, moi j'ai donné mon point de vue, je vous ai dit voilà ce que j'estime, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Clairement, il y a plus de points positifs en ce qui me concerne que de points négatifs. Maintenant, si on sort de l'euro, pour moi, ce sera grave. Ce sera plus grave et ça ne va pas arranger les choses. Ça peut régler une partie des problèmes, pas tous les problèmes. Maintenant, le gros truc, hein, et c'est là où voilà, les personnes qui sont anti-euro ont peut-être raison, c'est la notion de souveraineté. C'est-à-dire que c'est vrai. Alors, et c'est très délicat, mais je vais essayer de, encore une fois, vous donner mon avis par rapport à tout ça. Toutes les politiques économiques sont influencées par la théorie économique, d'accord? Quand vous voyez, par exemple, la Banque centrale européenne, sachez que derrière, il y a plein de prix Nobel d'économie qui ont pondu des papiers, Milton Friedman, Kyd Landau-Prescott, Lucas, etc. Et tous ces prix Nobel d'économie, ils ont influencé la manière dont on menait la politique. Il y a également une école qui s'appelle la théorie des choix publics. Alors, cette théorie, elle est géniale. Moi, j'adore cette théorie. Je suis très proche du point de vue de ces économistes. Hein. Et il y a deux économistes qui sont Buchanan, d'accord, qui a obtenu son prix Nobel d'économie en 86, et Gordon Tullock. Qu'est-ce qu'ils disent? Regardez, c'est très, très, très important. Ils disent « Les hommes politiques et les fonctionnaires se conduisent comme le feraient les consommateurs et producteurs de la théorie économique. Entre autres, l'argent en cause n'est généralement pas le leur, d'accord, c'est pas leur argent. La motivation du personnel politique est de maximiser son propre intérêt, ce qui inclut l'intérêt collectif, du moins tel qu'ils peuvent le concevoir, mais pas seulement. Les hommes politiques souhaitent maximiser leurs chances d'être élus ou réélus. » Cette théorie, elle est très importante. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit un homme politique n'a pas l'intérêt collectif dans sa tête. Il pense d'abord à se faire réélire et son but, c'est de tout mettre en place pour être réélu. D'accord? Donc cette théorie, elle est fondamentale. Et à partir de là, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens ont dit « Ok, très bien. Puisque les hommes politiques ne veulent pas nécessairement l'intérêt général, puisque ces hommes politiques, leur but, c'est avant tout du court terme, se faire réélire, il ne faut pas que les hommes politiques tiennent tous les rouages de l'économie. Et il faut déléguer une partie de la politique économique à des technocrates, à des personnes totalement indépendantes du pouvoir politique, même si ce n'est pas le cas, on est d'accord. Mais elles sont quand même indépendantes, c'est-à-dire qu'elles ont un objectif. Et cet objectif, on va le graver sur papier, on va dire, voilà, c'est l'objectif. Par exemple, la BCE, son objectif, c'est de lutter contre l'inflation. C'est ça son premier objectif. La Fed, c'est l'inflation, plus le chômage, plus la croissance. La Fed, mais la BCE, son job, c'est de lutter contre l'inflation. Et c'est clairement pourquoi on a dit on va déléguer à des technocrates. Et alors, beaucoup de gens vont dire « Oui, mais Tammy, t'as vu, ils ne sont pas élus. » Mais justement, l'histoire nous prouve que les hommes politiques élus ne vont pas nécessairement dans le sens du bien commun. Et donc, cette théorie de Buchanan-Tullock, elle dit « Non, non, il ne faut pas donner à des politiques parce que les politiciens, juste, il faut donner ça à des technocrates. » Mais le problème, c'est qu'en donnant à des technocrates, ben, les gens se disent « Ah ben, on est plus souverain, on n'a pas le pouvoir. »
Donc nous, on veut avoir le pouvoir. On veut que ce soit des hommes politiques français ou allemands ou italiens qui prennent ces décisions. On ne veut pas déléguer cette décision à une instance qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Et est-ce que vous commencez à voir un peu l'incompréhension? C'est-à-dire que d'un côté, si on avait continué sans l'euro, peut-être qu'on serait retrouvé avec une inflation de 80% en France, ou en Italie, ou en Allemagne. Mais je ne vais pas dire l'Allemagne, parce que l'Allemagne était déjà un bon élève avant l'euro. Ils étaient déjà très, très disciplinés. La France ne l'était pas. Les années 80 ont été catastrophiques. Et c'est ce qui a incité la France à se dire, OK, on n'est pas bon sur un plan politique monétaire, etc. Il vaut mieux se discipliner et pour ça, déléguer à une banque centrale. Est-ce que vous commencez à voir le truc? Alors, bien sûr, on peut dire, oui, c'est manipulé, Davos, super. Moi, je vous ai expliqué ça de manière technique, théorique. C'est concret, d'accord? Là, il n'y a pas de... Voilà, je suis pas... C'est concret. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? La théorie économique, comment elle a influencé la décision maintenant. Bien sûr, on peut émettre des doutes. Peut-être que Buchanan et Tulloch ont tort. Peut-être que le fait de donner ça à des technocrates, des purs technocrates, peut-être que c'est une erreur. Peut-être qu'on a oublié finalement le fait que les gens se disent je ne veux pas que des technocrates gèrent la monnaie ou gèrent l'inflation. Ou non, je veux que ce soit mon dirigeant qui mène la politique monétaire. Mais ça, encore une fois, c'est les conditions qui ont mené à l'euro, c'est la théorie économique. La théorie économique a influencé la politique monétaire, la politique européenne, et bien évidemment, ça influence tout ce qui a été mené depuis. Clairement, ce n'est pas parfait, mais on voit bien qu'il y a eu une grosse influence. Conclusion. Est-ce que sortir de l'euro est une bonne chose? Moi, je dirais, si les gens sont à ce point anti-euro, il vaut mieux en sortir. Mais encore une fois, il faut voir les conséquences. Quelles sont les conséquences d'une sortie de l'euro? Quelles sont les conséquences d'une sortie? Moi, je suis à Dubaï, la monnaie, c'est l'AED, mais c'est fixé sur le dollar. Et pourquoi c'est fixé sur... Vous allez me dire, ouais, mais Tami, pourquoi c'est fixé sur le dollar? Très simple, parce que comme ça, au moins, on a un référentiel qui est mondial, et c'est le dollar, et basta. Donc, l'AED est fixé sur le dollar. Ah, pourtant, les Émirats n'ont rien à voir avec les États-Unis. Il n'y a aucun rapport, aucune... Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est un pays qui est au Moyen-Orient et qui a comme base le dollar. Alors, ouais, mais pourquoi l'Italie devrait avoir l'euro? Là, les Émirats, ils sont liés sur le dollar. Et il y a plein de pays dans le monde qui ont comme, comment dirais-je, base le dollar. Et l'euro, plein de pays africains se sont basés sur l'euro. Pourtant, ce ne sont pas des pays européens. Donc, il faut vraiment comprendre que les choses sont plus complexes. Alors, clairement, les vidéos où je dis l'euro, la mort de l'euro, et quand les mecs te disent voilà, l'euro est détruit, l'Europe, c'est foutu, et c'est de la politique. D'accord? Moi, je fais pas de politique, les amis. Je fais pas de politique. Je fais de l'économie, je fais de l'investissement. Point. D'accord? C'est déjà beaucoup. Moi, c'est pas mon domaine, la politique. Maintenant, j'ai quand même étudié l'économie. Et pour moi, c'est important de comprendre pourquoi les décisions économiques sont prises, pourquoi la BCE est indépendante, qu'est-ce qui a présidé l'indépendance de la Banque centrale européenne. C'est très simple. C'est l'Allemagne qui, entre les deux guerres, a vécu ce que l'on appelle une hyperinflation, c'est-à-dire le marque ne valait plus rien. Et donc les Allemands ont été traumatisés par cette période d'hyperinflation. Et ils ont dit, nous, notre bête noire, c'est l'inflation. On ne veut pas d'inflation. Et donc, quand on a commencé à développer l'euro, ils ont dit, OK, nous, notre condition, c'est que la BCE soit indépendante et qu'il n'y ait pas d'inflation. Donc, il y a bien évidemment l'histoire, la théorie économique, et puis bien évidemment le bon sens. C'est un homme politique, par exemple, à l'époque, on avait François Mitterrand dans les années 80. OK, allez les gars, vous voulez augmentation de salaire? Allez, on augmente le salaire. En fait, les hommes politiques vont faire plaisir à leur clientèle. C'est aussi simple que ça. Et donc, l'idée de dire les hommes politiques se comportent
comme finalement, voilà, de manière opportuniste. C'est-à-dire un homme politique, il va d'abord chercher à se faire réélire. Et donc pour ça, on va éviter. D'ailleurs, pourquoi en France, par exemple, les élections, c'est limité à 2 fois hein, pour être président? Parce qu'on sait très bien que, voilà, sinon Macron, il va se il va. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est la même chose aux États-Unis. Donc on fait en sorte d'avoir des garde-fous. Mais ces institutions, clairement, ne sont pas parfaites. Et juste, je vais conclure en vous disant que je ne suis pas trop dans la théorie du complot, mais je sais également que les hommes politiques ne sont pas des saints, ne sont pas des bisounours. Et que, oui, il y a de la manipulation, il y a tout ce que vous voulez. Mais je pense que, en fait, quand tu rentres dans le domaine de la manipulation, tu deviens fragile. C'est-à-dire, le but, là, ce que j'essaie de vous faire, c'est de vous démontrer concrètement que tu n'as pas besoin de manipulation pour expliquer ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, c'est tout à fait logique. Et pour moi, la solution, c'est soit l'Europe change complètement, d'accord? Change, ce qui est quasiment impossible. Tu ne peux pas changer parce que voilà, l'Europe, elle est dans des certitudes, c'est quand même le vieux continent, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de lourdeur. C'est très difficile de changer, d'accord? Mais c'est là où le mindset est très important et c'est ce qui explique le succès des Américains. Moi, je me souviens, il y a un mec qui dirigeait une lettre boursière assez célèbre en France. Bon, elle est américaine, la lettre boursière. Et je participais à une conférence, il était assis à côté de moi et il disait les États-Unis sont foutus, c'est bon, etc. Et on voit que les États-Unis ont explosé. Et ils sont encore meilleurs qu'avant. Et cette conférence avait eu lieu en 2009. Voilà, donc la force des États-Unis, c'est ça. C'est cette capacité de s'adapter, etc. Et ils l'ont prouvé. Et je pense que l'Europe, sa solution, ça va être ça. Ça va être à un certain moment de se réinventer, de voir ses forces, ses faiblesses. Elle a des forces, elle a des faiblesses également. OK, on analyse comment on va. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est une vision sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, et voilà ce qu'on va faire. Mais pour le moment, c'est clair que c'est gnangnan. Pour le moment, c'est clair que les institutions européennes n'inspirent pas confiance. Pour le moment, il y a un gros problème européen. Maintenant, encore une fois, si on sort de l'euro, je vous dis, ça va demander beaucoup, beaucoup d'années pour régler ne serait-ce que la transition. Et en attendant, la Chine, l'Inde, les BRICS, ils vont pas attendre. Donc l'Europe risque de perdre encore de la vitesse. Donc c'est pas le fait de dire il faut absolument sortir de l'euro, ou la sortie de l'euro est la solution, ou c'est impossible. Non, on peut sortir de l'euro, il n'y a pas de souci. C'est quelles sont les conséquences et est-ce que les conséquences, on est prêt à les assumer? Et certaines personnes disaient, oui, Tammy, c'est mieux de toutes les manières. Oui, c'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis aujourd'hui. Mais tu n'as pas, et c'est ça le truc, c'est personne n'est capable de dire quelles sont les conséquences. Personne. Et l'exemple le plus marquant, c'est la Turquie. 80% d'inflation, voilà, l'économie qui est quand même fragile parce que là, c'est pas top. Merci les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Waouh, longue vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.